Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes impatients aujourd'hui. Là, on est en train de discuter avec Willy. On n'a même pas commencé. J'ai déjà à l'avance des messages. Youhou, bonjour, on commence, etc. Donc, clairement, les sujets intéressent. Donc, on aura potentiellement beaucoup de questions à voir. Donc, on est ravis de vous voir en live avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui nous regardent en replay, quand vous êtes nombreux à regarder les replays, voilà, n'hésitez pas à poser les questions plus tard dans le groupe Facebook dédié à notre événement. Avant qu'on commence, comme d'habitude, un petit rappel des règles. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans les commentaires. Questions majuscules, ensuite 2 points et c'est là où vous posez votre question. Ça nous permet de voir votre question et éviter en fait de les perdre dans tous les échanges qu'on peut avoir pendant l'événement parce que vous êtes nombreux quand même à discuter dans les commentaires. Donc, questions majuscules et ensuite vous posez votre question. Je m'arrête là. Je vais passer le micro à Willy qui, d'ailleurs, présente-toi, s'il te plaît, pour qu'on sache avec qui est-ce qu'on va passer une heure aujourd'hui. Et ensuite, on passe, au sujet qui intéresse, mais clairement, beaucoup de participants. Ok, ça marche. Écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation dans le sommet sur l'investissement. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et je suis très heureux d'être là pour faire une présentation très succincte sur moi parce que ça va pas être le centre du sujet. Je suis investisseur et trader indépendant depuis 2018, à la fois en bourse et en crypto-monnaie. Et plus récemment, j'ai monté une newsletter qui compte 27 000 personnes aujourd'hui, 27 000 lecteurs, avec l'idée de démystifier tout cet écosystème, l'expliquer et donner toutes les stratégies, les méthodes que moi j'ai acquises pour développer mon capital sur les marchés financiers. Globalement, c'est ça que je fais. Cool. Super. On y va? C'est parti? Allez, go. Let's go. Alors, je vais fixer 3 objectifs sur cette webconférence. Le premier, s'il est très simple, c'est de démystifier tout l'écosystème crypto parce que c'est assez complexe de prime abord et les gens trouvent que c'est assez sombre. Donc, l'idée, ça va être déjà de comprendre ce que c'est. Comprendre aussi le fonctionnement, comment ça fonctionne, parce que le premier risque dans l'investissement, c'est surtout d'investir sur des actifs qu'on ne comprend pas. Donc, l'idée, c'est de comprendre avant d'investir. Et ensuite, c'est de vous donner des stratégies pour obtenir des rendements passifs. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est tout ce qui est rendement passif, tout ce qui va être stratégie de rendement passif et méthode de rendement passif en crypto-monnaie. Alors, le sommaire, il est assez dense, donc on va avoir 8 sections à couvrir. La Là. première, ça va être toute la partie crypto et blockchain. Ensuite, on va avoir un petit quiz pour définir votre profil d'investisseur. En fonction de votre profil, vos stratégies, celles que vous allez appliquer, vont être différentes d'une personne à une autre. Ensuite, on va voir la cyclicité du marché crypto pour bien comprendre toutes les phases. Ensuite, on va voir l'immobilier, puisque l'immobilier a intégré les crypto-monnaies et on peut générer maintenant des revenus passifs avec l'immobilier grâce aux crypto-monnaies. Donc, on verra les différences avec l'immobilier traditionnel. Ensuite, on va voir le stacking, que je mets en parallèle des actions à dividendes qu'on a vu plus tôt dans la semaine. Ensuite, je mets aussi en parallèle le DCA crypto sur les ETF. Je vais vous expliquer tout ce que ces mots veulent signifier. On va avoir aussi la finance décentralisée et la dernière partie, ce sera le minage, une partie un peu plus complète que les autres parce que c'est aussi l'un des sujets qui vous intéresse le plus. Là, tu Alors, vas ma tête si on arrive à couvrir tout ça dans une heure, mais chapeau. Allez, challenge, Ok, c'est parti. on y va. Ouais. Alors, la première partie, c'est contextualisation. C'est évidemment de comprendre les cryptos. Alors, il faut comprendre que le Bitcoin, c'est à la fois une crypto-monnaie et une technologie. Et c'est une technologie qui a une adoption qui est beaucoup plus rapide qu'Internet si on le compare à peu près à Internet en 1997. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 300 à 400 millions d'utilisateurs. Et la capitalisation des cryptos, c'est-à-dire tout l'argent qui est investi dedans, c'est à peu près 1000 milliards aujourd'hui. Et tous les experts financiers s'accordent à dire que c'est un marché qui pourrait peser jusqu'à 200 000 milliards d'ici 10 ans. Donc, c'est un marché qui serait colossal. Et si je compare 200 000 milliards et que je le mets en rapport avec d'autres actifs pour vous donner un ordre de grandeur, le Bitcoin 400 000 milliards, c'est juste le Bitcoin, les crypto-monnaies, donc toutes les crypto-monnaies incluses, donc toutes les autres cryptos, on les appelle les altcoins, ça pèse 1000 milliards. Donc, on voit par exemple l'or, investir sur le gold, c'est 12 000 milliards de capitalisation, c'est 90 000 milliards pour la bourse. Donc, la bourse est 90 fois plus grosse que les cryptos aujourd'hui. Donc, ça laisse présager une belle croissance pour les crypto-monnaies. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on peut expliquer que cette croissance, déjà, elle a été éclair pour le Bitcoin et comment on peut prévoir des prévisions aussi importantes. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a des phénomènes macroéconomiques, notamment avec les banques centrales comme la Fed, qui est la Banque centrale américaine, et la BCE, qui est la Banque centrale européenne, qui impriment continuellement de l'argent. Et plus on imprime de l'argent, plus sa valeur décroît parce qu'il y a plus d'argent en circulation et en plus, ça va augmenter les prix.
Et donc, à titre indicatif, le dollar, sur les derniers siècles, il a perdu quasiment 95% de sa valeur parce qu'on en imprime de plus en plus. Et à la différence de ces monnaies qu'on appelle les monnaies fiat, le Bitcoin, lui, il est limité à 21 millions d'unités. Donc, c'est une inflation qui est contrôlée et il n'y aura jamais un Bitcoin de plus que ceux qui ont été prévus dans le code informatique. Et donc, ce qui est d'autant plus avantageux sur le Bitcoin, c'est que sa production, comme on voit là, c'est une courbe logarithmique, c'est la courbe en noir. Et ça veut dire que plus il est produit, plus sa quantité est divisée par deux. Donc, si je synthétise ça, sa production, elle est divisée par deux tous les 4 ans environ. Je dis 4 ans parce qu'en réalité, c'est tous les 210 000 blocs minés. C'est un peu plus complexe. J'en parlerai plus tard pour simplifier. Et si on regarde bien, la demande pour le Bitcoin, elle augmente alors que sa production, elle diminue. Donc évidemment, on le voit au niveau de ce croisement-là qui s'est fait en 2012. Donc maintenant, on a une production qui est inférieure à la demande. Donc c'est pour ça qu'on a un prix sur le long terme qui est exponentiel. Maintenant, très simplement, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une crypto, maintenant qu'on a posé le contexte macroéconomique. Alors une crypto, ça va être une monnaie numérique qui va permettre de transférer de la valeur sur Internet sans avoir recours à un intermédiaire comme une banque l'est aujourd'hui dans le système financier traditionnel. Et ça, c'est possible grâce à un système informatique qu'on appelle la blockchain. Donc là, je vais donner un exemple pour illustrer ça. Si par exemple, vous voulez transférer 1000 euros à un de vos amis qui est par exemple en Europe ou ailleurs, si on utilise le système bancaire actuel, donc sur la gauche de l'écran, pour faire ces transactions, vous allez être dépendant de votre banque. Donc votre banque, elle va être au centre de cette transaction. Et cette transaction, elle va être lente. La banque, elle est fermée, elle n'est pas ouverte 7 jours sur 7, donc elle est fermée souvent le lundi, le dimanche. Ça va être coûteux parce que surtout pour des virements hors zone européenne, c'est non privé parce que la banque sait tout ce que vous faites. Et vos fonds peuvent être bloqués par la banque si jamais, pour une raison X ou Y, la banque a le droit et a le pouvoir de bloquer vos fonds. Donc là, vous êtes vraiment dépendant de cette institution pour ce transfert. Si on fait exactement la même chose avec la blockchain, d'une, ça va être beaucoup plus rapide. Par exemple, vous pouvez transférer même 1 milliard d'euros si vous voulez en quelques minutes via le réseau Internet. Les coûts sont très faibles parce que pour transférer 1 milliard ou 1 euro, c'est exactement les mêmes coûts et ça dépend en fait du moment de la journée, mais ça varie entre 1 euro et 2 euros, donc c'est très faible. Et c'est privé parce qu'au final, il n'y a aucune institution qui peut vous empêcher de le faire parce que c'est la blockchain qui le fait. Donc la blockchain, c'est-à-dire un code informatique qui est automatisé, qui est régulé par des algorithmes et qui fonctionne automatiquement avec plein de mineurs, donc d'où la partie minage à la fin, qui eux vont vérifier les transactions, les exécuter. Donc je vais expliquer ça plus en détail ensuite. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail de la blockchain, pour faire très très simple, c'est un livre de compte dans lequel toutes les transactions qui sont exécutées sur le réseau vont être inscrites. Et donc, dans ces transactions, on va mettre tout ce qui est l'heure de la transaction, les destinataires, le réseau utilisé, toutes ces données vont être inscrites et enregistrées en fait dans les blocs de la blockchain. Et alors, là, je vous ai mis un petit graphique où vous voyez bloc 46, 47, 48, 49. Tous ces blocs sont liés par une chaîne. Donc, c'est pour ça qu'on dit blockchain. Et en fait, cette chaîne, évidemment, ça c'est illustré, mais dans la blockchain, en fait, cette chaîne, elle représente la cryptographie. C'est-à-dire que pour chaque bloc soit lié entre eux, on utilise de la cryptographie et c'est les mineurs qui permettent, en fait, les mineurs résolvent une équation pour sceller les blocs et permettre qu'ils soient liés entre eux, pour faire très très simple. Et donc, en faisant ces calculs-là, ils trouvent la réponse à l'équation. Et une fois qu'ils ont trouvé la réponse à l'équation, ils sont récompensés en Bitcoin. Et c'est comme ça que les Bitcoins sont créés. Et donc, chaque mineur est récompensé en Bitcoin quand il trouve une équation qui permet de sceller un bloc et donc de sécuriser le réseau. Je vais t'arrêter juste 2 secondes, donc Ouais. pour bien comprendre et préparer la suite parce qu'on va parler des minages plus tard. Donc on comprend bien dès maintenant que les mineurs, ce sont les gens en fait, mineurs, c'est pas les gens qui n'ont pas de l'âge, mais minage, Oui. je parle d'anglais, voilà, les gens qui minent. Ce sont bien les gens qui vont mettre à disposition, leur ordinateur et les puissances des calculs informatiques pour Exactement. aider les systèmes à fonctionner et c'est pour ça qu'ils sont rémunérés. Là, ça va être hyper important pour les sites. Donc c'est pas en achat-vente, c'est pas en trading et cetera. Donc plus tard, Ouais, quand du on va tout. parler des minages, on aide à ce système à fonctionner et pour ça, on est rémunéré. Mais il a d'autres moyens d'être rémunéré à part les cryptos, mais c'est l'une des moyens. On est d'accord ou pas? J'ai bien résumé? Exactement, c'est exactement ça. C'est des Super, machines voilà, je qu'on te pose les possède. bases pour les 7. C'est Merci. ça.
Et tu as raison de faire des synthèses et surtout que ces machines, en fait, elles sont réparties partout à travers le monde. Il y a des, Japonais qui en ont, il y a des Européens, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé parce qu'en fait, le pouvoir, il est donné à tous ces ordinateurs qui sont qui sont partout dans le monde. Donc le pouvoir n'est pas centralisé comme on pouvait le voir ici où c'est une banque qui Mmh. centralise le pouvoir et qui a le pouvoir de décision sur est-ce que la transaction va être faite ou non. Là, comme c'est décentralisé et que tous les mineurs sont répartis partout dans le monde, en fait, le pouvoir est redonné aux utilisateurs de la blockchain et du réseau. Donc maintenant que les bases sont posées, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va définir très rapidement avec un quiz en 4 questions votre profil d'investisseur. Donc il y a 4 grands profils. Il y a les investisseurs long terme, donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous. Il y a les swing traders, les day traders et les scalpers. Alors très rapidement, les scalpers et les day traders, ce sont des gens qui vont faire du trading sur du court terme. Donc du trading, ça veut dire acheter et vendre sur une période très courte. Le scalper, c'est sur quelques secondes, quelques minutes. Le day trader, c'est sur une journée. Et le swing trader, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Investissement long terme, ça veut dire qu'on investit sur des actifs pendant plusieurs années. Donc, j'ai mis plusieurs différentes variables ici dans ce tableau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a surtout l'avant-dernière colonne qui est intéressante, c'est le coût en temps que ça va nécessiter pour avoir des résultats et avoir des rendements. Là où on a le moins de coûts et des rendements intéressants, c'est l'investissement long terme. Parce que il suffit soit d'automatiser ces investissements, donc ça ne coûte aucun temps, soit de regarder de temps en temps, une fois toutes les semaines ou une fois tous les mois. Donc c'est vraiment très peu consommateur et énergivore en temps. Alors, on va faire un quiz, il y a 4 questions, il y a une seule, enfin, il faut choisir une seule réponse par question, et il n'y a évidemment aucune mauvaise réponse parce que ça dépend uniquement de vous. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quel est votre objectif d'investissement principal? Alors ça, c'est vous répondez pour vous sur une feuille ou dans le chat si vous voulez. Alors, il y a 4 réponses possibles. Soit vous êtes la crevette, c'est le premier symbole, crabe, pieuvre ou baleine. Et là, donc, la première proposition, c'est vous ne savez pas encore. Deuxième, je veux augmenter mes revenus mensuels. Troisième, je veux que mon épargne me rapporte plus que mon livret A. Et quatrième, je veux multiplier mon capital et générer des revenus complémentaires pour vivre de mes investissements. Donc, choisissez l'une de ces catégories. Je laisse 5 secondes. Il y a un léger décalage de 40 secondes, je crois, entre, les moments où tu parles et les gens qui vont répondre. OK. Donc tu peux continuer avec la suite si tu veux, la réponse commence OK, qui super. vont arriver. Question numéro 2, c'est combien de temps est-ce que vous êtes prêt à accorder et surtout que vous pouvez accorder à vos finances chaque semaine? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 10 heures? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 5 heures? En fonction évidemment de ces réponses, vos stratégies d'investissement vont être différentes. Troisième question, ça c'est contextuel. Si votre portefeuille chute de 40% en 6 mois, qu'est-ce que vous faites? Soit vous paniquez et vous vendez pour récupérer ce que vous pouvez et vous le mettez directement sur votre compte en banque parce que ça vous rassure. Soit vous vous dites j'aurais bien vendu, mais j'aurais vendu bien avant la chute de 40%, c'est-à-dire vous n'auriez pas attendu que ça chute d'autant. Troisième proposition, vous ne faites rien et vous suivez tout simplement votre plan d'investissement. Et quatrième option, vous considérez que c'est les soldes et vous accumulez davantage de crypto-monnaies. Et enfin, quatrième question, qu'est-ce que vous maîtrisez le mieux? Est-ce que vous ne maîtrisez pas encore grand-chose encore et que c'est vraiment tout nouveau? Est-ce que vous maîtrisez l'analyse technique, c'est-à-dire la capacité à analyser graphiquement les courbes et les prix? Est-ce que c'est l'analyse fondamentale, c'est-à-dire la capacité à mesurer la potentialité d'un projet sur ses fondements, donc à quoi ça sert, à quoi c'est utile? Et est-ce que vous êtes capable de faire de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale? Donc, en fonction des réponses que vous avez données, vous avez obtenu un nombre de crevettes, de crabes, de pieuvres et de baleines à peu J'adore. près exactement. Et Alors, donc, est-ce que vous êtes plus en crevette, en crabe, en pieuvre, en en baleine? À vous exactement, de c'est ça voir. le principe. Donc, si vous êtes plus crevette, ça veut dire que vous avez un profil vraiment débutant. Et du coup, très simplement, les actions à mettre en place, ça va être de poursuivre votre apprentissage pour que vous soyez vraiment autonome dans vos investissements. Et donc, vous allez plutôt vous orienter vers de l'investissement passif, ce qui est l'objectif de cette conférence. Donc, je pense peut-être beaucoup d'entre vous seront dans cette case-là. Enfin, cette case, c'est pas une case, mais c'est plutôt un profil. Ensuite, on a tous ceux qui sont dans la catégorie crabe. Donc, vous avez plutôt le profil d'un trader court terme, donc day trader et scalper. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette conférence. Donc là, l'idée, ça va être de définir un plan d'action et un plan de trading très précis avec des entrées et des sorties qui sont prédéfinis à l'avance et surtout de se fixer un bon money management. Ensuite, il y a les pieuvres. Alors là, c'est plutôt un profil d'investisseur long terme. Il y en a probablement certains ici. Donc là, les actions à Mmh. mettre en place, c'est simple, c'est de définir un montant que vous pouvez épargner et investir chaque semaine ou chaque mois. On va en reparler tout à l'heure dans les autres stratégies. Et de l'investir sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, par exemple, en DCA, automatisé. Je vais définir ce que c'est ensuite. Et vous pouvez aussi utiliser l'investissement passif qu'on va voir, qu'on va courir aujourd'hui.
Enfin, la dernière catégorie, les baleines, ce sont à la fois des investisseurs long terme et aussi des swing traders, donc des personnes qui vont faire du trading sur des longues périodes, donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc là, les choses à mettre en place, c'est à peu près comme les crabes, c'est-à-dire définir un montant, comme les pieuvres, pardon, définir un montant à investir quotidiennement, toutes les semaines ou tous les mois, et définir un plan d'action de trading. Donc maintenant que ça c'est posé, normalement vous savez à peu près quel profil d'investisseur vous avez. Et du coup, maintenant je vais vous présenter les stratégies qui existent et vous allez vous reconnaître sur celles que vous allez employer ou non. Alors, avant d'utiliser des stratégies, il y a une première chose à comprendre, c'est le marché crypto. Il est cyclique. Donc, pour comprendre les cycles, je vous ai fait un graphique que j'ai découpé. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le cours du Bitcoin depuis 2012. Alors, le cours du Bitcoin, c'est ce que vous voyez en... Je ne sais pas si on voit ma souris, Katia, quand je le passe sur l'écran. Non, Non, mais non. c'est pas grave. Alors, ce que vous voyez en vert et en rouge, les petits bâtonnets, c'est ce qu'on appelle des chandeliers. Et donc, c'est ça le cours du Bitcoin. Donc, on voit que c'est très cyclique. On a une première hausse à chaque fois qu'on appelle le bull market, c'est-à-dire un marché haussier, qui est suivi d'un bear market en rouge, qu'on appelle un marché baissier. Et donc, un cycle, c'est un marché haussier plus un marché baissier. Ça fait un cycle. Et on se rend compte que depuis 2012, c'est-à-dire depuis 10 ans, c'est des cycles qui se répètent quasiment à l'identique avec des pourcentages un peu différents, mais on peut prévoir avec l'histoire ce qui peut potentiellement se passer à l'avenir. Donc, le passé n'est pas une science exacte, mais on peut s'en servir pour faire des investissements. Donc, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que les cycles en crypto, ils sont déclenchés par le halving. Le halving, qu'est-ce que c'est? C'est que la production de Bitcoin, ce que je vous ai dit, c'est qu'elle est divisée par 2 tous les 4 ans environ. Donc, dès que cette division est opérée, officielle, c'est ce qu'on appelle le halving. C'est-à-dire que le Bitcoin devient de plus en plus rare. Et donc, dès qu'il y a un halving, le Bitcoin devient plus rare, donc plus précieux, et donc les gens commencent à l'acheter. C'est pour ça qu'après chaque halving, on a une hausse du cours du Bitcoin. Et ensuite, après une hausse très importante, souvent on va casser l'ATH, c'est ce que je mets ici. ATH en anglais, c'est-à-dire all-time high, c'est-à-dire le point le plus haut atteint par le Bitcoin. Et dès que ce point est cassé, les médias vont commencer à en parler. Et donc les médias, évidemment, la cible des médias, c'est le grand public. Donc quand les médias en parlent, le grand public qui n'est pas forcément éduqué va commencer à en acheter. Et souvent, quand le grand public en achète, les performances importantes ont déjà été faites parce que les gens qui ont fait des grosses performances, c'est ceux qui ont acheté dans les points bas du marché baissier. Et donc, quand les nouveaux entrants arrivent, c'est exactement à ce moment-là où les baleines, qui eux sont des gros portefeuilles, donc des entreprises, des fonds d'investissement ou des investisseurs privés, mais qui ont beaucoup de fonds. Donc, quand je dis beaucoup de fonds, c'est plusieurs millions, voire plusieurs milliards sous gestion, qui eux ont accumulé dans la zone rouge que vous voyez, dans les bear markets, et donc sont en profit de x10 ou x20. Et donc, eux vont vendre sur le dos des nouveaux entrants, parce qu'ils ont besoin évidemment qu'il y ait des liquidités en face, donc suffisamment d'ordres d'achat pour que leurs ordres de vente soient aspirés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la cyclicité, parce qu'actuellement, on rentre dans un marché baissier, et donc ça commence à être une bonne période pour accumuler des crypto-monnaies pour le prochain cycle. Donc ça, c'est une première stratégie, c'est d'attendre les marchés baissiers, comme on est actuellement, accumuler dans ces marchés baissiers et attendre plusieurs années, donc on parle de 3 à 4 ans, jusqu'à ce qu'on ait un marché très haussier, que vous soyez vraiment en profit, et dans ce cas-là, vous vendez. Donc c'est vraiment passif, vous attendez le bon moment pour acheter, et vous attendez le bon moment pour vendre. Et donc, pour repérer un point bas de marché, donc sans faire un cours d'analyse technique, et un point haut de marché, il y a des indicateurs très mainstream que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est ce qu'on appelle le NUPL. Donc, sur le graphique que vous voyez ici, il y a une courbe qui est en couleur et superposée à cette courbe-là, il y a le cours du Bitcoin juste en dessous en gris. Et donc, on voit que à chaque fois que le cours du Bitcoin a fait un sommet, l'indicateur était dans le vert, c'est-à-dire au-dessus de 0,75, était dans le bleu, pardon, au-dessus de 0,75. Donc cet indicateur, en fait, il indique les positions des personnes qui ont des profits qui n'ont pas réalisés. Donc c'est-à-dire qu'on appelle ça des profits latents, c'est-à-dire que les gens ont, par exemple, vous êtes à x10, donc vous êtes à 900% de rendement, mais vous n'avez pas vendu votre position. Donc ce sont des profits qui sont virtuels tant que vous ne les avez pas vendus. Tant que vous ne les avez pas vendus, vous ne les avez pas encaissés. Et donc cet indicateur, il montre jusqu'à quel pourcentage les gens ont des positions importantes qu'ils n'ont pas vendues. Et donc ça, c'est quand on arrive dans la zone bleue. Et donc quand c'est le cas, souvent le cours du Bitcoin se retourne et c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'est un bon indicateur pour vous indiquer les points hauts de marché, mais aussi pour vous indiquer les points bas de marché, parce que vous le voyez, les gros crashs en couleur orange, en couleur rose même, qu'on voit, Ouais. quand on regarde la légende, il y a écrit capitulation. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un point bas de marché et que les gens vendent à perte complètement. Donc ça, c'est le premier indicateur pour repérer des points hauts et des points bas de marché. Tout simplement, vous pouvez le taper sur Internet pour le trouver. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le CBBI, qui lui, en fait, pour faire très simple, c'est une moyenne de 10 autres indicateurs
qui donne une note. Donc la note, elle va de 0 à 100, c'est l'échelle qui est sur la gauche. Donc là, vous avez 2 courbes. Vous avez la courbe qui est l'indicateur en lui-même, c'est la courbe qui est bleue, et vous avez une courbe en couleur qui est le cours du Bitcoin. Et donc on se rend compte que quand le cours du Bitcoin est à son sommet, donc dans les couleurs rouges, l'indicateur CBBI, il est à 100 quasiment tout le temps. On le voit sur l'année 2014, on le voit sur l'année 2018, et sur l'année 2021, il n'a pas été autant, mais on voit que sur les points hauts de marché, il est grosso modo entre 90 et 100. Et de manière analogue, on voit que sur les marchés, sur les points bas du marché baissier, donc quand la courbe du Bitcoin est verte foncée, on voit que cet indicateur CBBI, donc la courbe en bleu, elle est entre 0 et 10. Et donc ça, c'est un autre indicateur qu'on peut utiliser quand on n'a pas nécessairement énormément de connaissances pour se repérer sur le marché, est-ce qu'on est plus proche d'un point haut, plus proche d'un point bas. Donc ça, c'était la première stratégie. Maintenant, on va passer à la tokenisation de l'immobilier, c'est-à-dire comment investir dans l'immobilier à travers les crypto-monnaies. Alors, pour en fait expliquer ça, il faut d'abord comprendre comment on investit grossièrement sur l'immobilier. Donc, très simplement, on va utiliser l'effet de bancaire pour financer un bien jusqu'à 110%. Donc, 110% du bien, c'est-à-dire on va payer le prix du bien, plus on va essayer d'intégrer dans le crédit peut-être les travaux et les frais de notaire. Et donc, l'un des avantages, c'est évidemment de prendre un crédit sur la plus longue période possible pour diminuer les mensualités du crédit. Et on se fiche, quand on fait de l'investissement immobilier, que ça nous coûte plus cher en intérêt si le crédit est évidemment sur une plus longue période, parce que l'objectif, c'est que les mensualités du crédit soient les plus faibles possibles pour qu'on ait un excédent entre les loyers et les crédits. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un loyer qui soit supérieur à votre crédit. Et donc, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle un cash flow, et il faut que la différence soit la plus grande possible pour optimiser évidemment son rendement. Et pour optimiser ce cash flow, il y a plusieurs techniques. On peut par exemple faire un remboursement différé jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser tout de suite, vous allez attendre 24 mois avant de rembourser. Donc vous allez encaisser des loyers complètement pleins. Et donc, il y a plein de choses à savoir sur l'immobilier. Il y a par exemple savoir créer un bien rentable. Parce qu'un bien qui rapporte par exemple 500 euros par mois, crédit payé, ça n'existe pas. Il faut le créer. Et donc, comment on le crée? Ça va être une optimisation et donc plein de leviers. Donc, par exemple, des leviers fiscaux, des travaux, la localisation. Il faut s'assurer que dans l'endroit dans lequel on investit, il y a une demande pour ce type de bien, donc de la demande locative, de la demande parce qu'il y a des universités. Et il faut regarder aussi peut-être toutes les stratégies. Donc, je mets une stratégie 9 tiers ici, ça veut dire, par exemple, faire pendant 9 mois de la longue durée et pendant 3 mois de la courte durée sur les périodes estivales parce que ça va permettre de louer plus cher à la nuitée, donc d'augmenter la rentabilité du bien. On peut faire aussi de la colocation. Il y a vraiment plein de stratégies qui existent. Donc, ça, c'est vraiment les bases de l'immobilier. J'avais fait une formation d'ailleurs qui est gratuite, que j'ai publiée sur YouTube, qui dure à peu près 4 heures. Donc, si ça vous intéresse vraiment d'approfondir ce sujet, vous pourrez aller voir. Et donc, maintenant que les bases de l'immobilier traditionnel sont posées, voilà en quoi la tokenisation, donc c'est-à-dire les crypto-monnaies dans l'immobilier, apporte une vraie innovation et on parle même de révolution. Alors, avant de parler de tokenisation, il faut comprendre ce que c'est qu'un token. Alors, un token, c'est tout simplement une représentation numérique d'un actif qui est inscrit sur la blockchain. Donc, ça peut être sous forme digitale, donc justement les NFT. Les NFT, ce sont des tokens, mais qui représentent des œuvres digitales. Ou alors, ça peut être aussi des œuvres physiques comme des biens immobiliers. Du coup, un token immobilier, ça va être une représentation numérique d'une part d'un bien immobilier qui est vraiment, dans ce cas-là, fongible. Willy, est-ce qu'on peut dire que c'est les titres des propriétés tout simplement, mais digitalisés en fait? C'est au lieu de dire que Exactement. voilà, vous achetez l'immobilier, vous allez aller chez les notaires, vous allez avoir cette jolie papier qui vous donne les titres des propriétés. Là, c'est la même chose, mais numérique. Donc, on a un token qui veut dire qu'on possède ça. Et ça peut être un NFT, ça peut être en partie d'immobilier, ça peut être plein d'autres choses. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est le token. Et du coup, la tokenisation, c'est le processus d'inscription des droits que l'on possède quand on a un token. Donc, par exemple, si vous achetez un token immobilier, grâce à la tokenisation, ça veut dire que vous obtenez les droits de toucher des loyers au prorata des tokens que vous possédez. Donc, je vais simplifier sur les slides qui suivent. Pour faire très, très simple, la tokenisation, ça veut dire qu'il s'agit de créer des tokens qui sont à l'immobilier ce que les actions sont aux entreprises. Donc, quand vous achetez des tokens, vous achetez le droit de toucher des loyers au prorata des tokens que vous possédez. Si vous Attends, achetez des... excuse-moi, je te coupe. On va essayer de faire un lien avec toutes les autres conférences qu'on a fait. Donc, c'est en sorte des SCPI classiques français. Or, ici, c'est digital dans les blockchains, ou le sort des rates qu'on a vu hier avec les actions et dividendes, qui sont aussi en fait, les parts des immobiliers. On va toucher le loyer, en fait, mais en bourse. Donc là, c'est
plus ou moins la même chose. On essaye de faire les liens, mais avec des cryptos en fait sur les technologies blockchain. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu vas voir, j'ai fait plusieurs liens avec la bourse Ah parce que pour mince, je t'ai spoilé, désolée. non mais t'inquiète pas, il y a pas de souci. Hop et du coup, en quoi c'est révolutionnaire? Déjà, la première raison pour laquelle c'est révolutionnaire, c'est que ça répond à 3 problématiques de l'immobilier traditionnel. La première raison, c'est que l'immobilier traditionnel, c'est un investissement qui est illiquide, c'est-à-dire que pour vendre un bien qu'on possède, ça va prendre du temps. On ne peut pas récupérer cet argent tout de suite. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas nécessairement investir dans l'immobilier, soit parce qu'ils n'ont pas forcément des revenus hyper importants et donc ils n'ont pas une capacité d'emprunt suffisante pour emprunter sur des biens intéressants, soit parce que c'est des gens qui n'ont pas les statuts qu'il faut. Par exemple, si on ne possède pas un statut CDI, qu'on est freelance, qu'on est indépendant, qu'on est entrepreneur, les banques vont demander 3 ans de bilan comptable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 ans avant de pouvoir emprunter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément emprunter pour des biens immobiliers aujourd'hui, et surtout que ce n'est pas un investissement liquide. On ne peut pas le revendre en claquant des doigts, en appuyant sur un bouton, comme on peut vendre des actions ou des cryptos. Grâce à la tokenisation, tout ça, c'est devenu possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination, entre guillemets, des statuts professionnels. Chacun peut investir à la hauteur de ses moyens. Si on n'a que 100 euros, on peut acheter pour 100 euros de token immobilier et toucher au prorata le loyer qui nous est dû. Donc, ça répond vraiment à un problème de démocratisation. Donc, maintenant, pour synthétiser, ça permet 2 choses, la tokenisation dans l'immobilier, ça permet d'acheter des fractions, donc ce qu'on appelle des parts d'un bien dans le monde entier. Donc, plutôt que d'acheter une maison entière, vous allez peut-être posséder 1 ou 2 de la maison. Et donc, ça vous permet d'avoir aucune contrainte parce que ce sont des plateformes qui le font pour vous. Donc, vous n'allez pas avoir tout ce qui est achat, frais notaires, tout ça, c'est fait pour vous. Et donc, les délais d'achat vont être très réduits. Entre guillemets, c'est comme si vous appuyez sur un bouton, vous signez le contrat et vous possédez déjà votre maison. Enfin, une partie de cette maison, du coup. Ça. Euh, donc, c'est beaucoup plus rapide et les frais sont beaucoup moins chers parce que les frais sur les plateformes qui le proposent sont de l'ordre de 2 à 3 Donc, si on compare l'immobilier traditionnel avec entre 3 et 8 de frais de notaire, suivant si c'est dans l'ancien ou le neuf, c'est déjà beaucoup plus avantageux. Et ensuite, la deuxième chose que ça permet, c'est évidemment de toucher des loyers au prorata des parts que l'on possède. Et donc, si ça vous intéresse, il y a 2 plateformes qui sont bien avancées là-dedans et qui ont déjà une belle marketplace fonctionnelle. Il y en a une qui s'appelle Realté, je ne sais pas si je peux écrire dans le chat, et l'autre qui s'appelle Brickell. Attends. Donc, les premières, c'était quoi? Je vais les mettre dans les chats. Real Realté, ouais, et Realty, T, ouais, juste après, juste T, la Realty. lettre T. Ouais, Ouais, c'est ça. réalité. OK, Et le c'est bon. deuxième, Et le deuxième? Bricken, donc Bricken. Yes, je mets le lien dans le chat. Super. Et donc, en fait, tout simplement, cette nouvelle manière d'investir dans l'immobilier, en fait, c'est une vraie marketplace qui est complètement décentralisée, de particulier à particulier. C'est-à-dire que les propriétaires, eux, ils vont proposer leurs biens à la vente avec un nombre de tokens limité. Donc, ils peuvent, par exemple, dire une part, donc un token, ça correspond à 1 mètre carré ou ça correspond à 0,1 mètre carré. Ils sont maîtres vraiment de faire ce qu'ils veulent. Et donc, au final, ils peuvent, par exemple, acheter un appartement, tout de suite revendre la moitié en token. Donc, c'est-à-dire, on achète un appartement à 150 000 euros et moi, je veux tout de suite avoir du cash. Donc, je vends la moitié. Donc, au final, j'ai déposé 150 000 euros, je vends 75 000, donc j'ai récupéré 75 000 et tous les mois, je continue à toucher la moitié des loyers. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. De l'autre côté, il y a les investisseurs qui, eux, peuvent acheter le nombre de parts qu'ils souhaitent. En plus, on bénéficie des mêmes avantages que l'investissement immobilier traditionnel parce qu'il y a tout ce qu'on appelle l'inflation immobilière, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont une tendance inflationniste, ils augmentent avec le temps. Donc, on profite également de cette appréciation du capital. Et toutes ces transactions sont backées et sécurisées par les propriétés de la blockchain qu'on a vu avant, c'est-à-dire que c'est transparent, les titres de propriété sont authentifiés sur la blockchain. Donc, on bénéficie en fait du meilleur des 2 mondes, du meilleur, de ce qui se fait de meilleur sur la blockchain et de ce qui se fait de meilleur dans l'immobilier. OK, j'ai 3 petites questions, si on peut se permettre au niveau des timings, ça a l'air d'aller, par rapport à ça et ensuite on continue. C'est OK pour toi? Super, pas de souci. Alors, première question tout de suite, mais qui gère tout cet immobilier derrière? Est-ce que c'est les fonds d'investissement qui vont gérer? Est-ce que ce sont des particuliers? Parce que pour toucher le loyer, il faut un bien physique et quelqu'un le gère, quelqu'un fait sortie de locataires, etc. Comment ça se passe? Exactement. Alors du coup, ce sont les plateformes dont je t'ai parlé. Donc en fait, les plateformes, elles ont plusieurs rôles. Le premier, ça va être d'acheter les biens, donc de les négocier, de les acheter.
Ça peut être une des fonctions, ou alors il y a 2 fonctions. C'est soit il y a des gens qui viennent sur cette marketplace et qui proposent leurs biens à la vente, soit ce sont et du coup, qui sont évidemment, avant d'être publiés, qui sont vérifiés par les plateformes et les admins de cette plateforme, soit ce sont les plateformes elles-mêmes qui font les investissements et qui OK. récupèrent leur investissement, un peu comme Bricks.io, Ouais, Bricks.co. Ouais, un peu comme OK. ça. Donc soit c'est la plateforme qui le fait, Mmh. soit c'est les Donc tu es en utilisateurs qui, équipe. soit c'est un modèle hybride, c'est les 2. Yes, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Deuxième question, je t'ai promis 3. Les tokens immobiliers, c'est l'acte des propriétés numériques d'un bien physique ou d'un bien numérique dans les métaverses, par exemple. Est-ce que c'est l'un ou le 2 ou ça peut être les 2? Alors là, il y a 2 choses. Si on parle de métaverse, ma réponse, ça va pas être, la même chose. Si c'est un token immobilier d'un bien, physique qui existe réellement, du coup, c'est vraiment un titre de propriété d'un bien physique, le token. Mais par contre, si c'est, on a acheté un terrain dans un métaverse comme Sandbox, du coup, le token qu'on va posséder, c'est un titre de propriété d'un actif virtuel. Il est plus physique, celui-ci. Donc il y a les 2 qui existent. OK, Je donc sais pas token si c'est dans plus les clair. 2 cas, c'est les titres des propriétés, c'est juste derrière, il peut se cacher les propriétés physiques, si on Ouais, est plus à l'aise avec ça, ou les propriétés, numériques. Tu as ouais, vu, ça exactement. donne envie en fait d'acheter. Tu te dis: «Ah tiens, j'ai passé ton condo à New York, j'ai un property à Miami, peut-être un appart à Dubaï», Ouais. ça fait rêver. Anyway, je ferme les parenthèses. Troisième question et on peut continuer. Du coup, dans les cas de tokenisation et le fait d'acheter en fait des parts d'immobilier, est-ce qu'on peut faire jouer l'effet des leviers comme les achats à Ouais, bien sûr. crédit? Bien sûr. Alors, tu peux le faire soit par, l'intermédiaire classique. Tu vas avoir une banque, tu lui présentes ton projet et tu lui dis, «Bah, voilà, moi, je veux participer, je vais acheter, X parts de token d'un bien tokenisé. Est-ce que vous me prêtez, 100 000 €?» Oui, non, ça va dépendre de votre capacité, du dossier que vous allez présenter. Donc ça, c'est possible et du coup, l'avantage, c'est que vous n'allez pas payer de frais de dossier, vous n'allez pas payer de travaux parce que le bien, tout ça a déjà été fait pour vous. Donc vous avez juste, en fait, à réunir vos fonds et les investir. Donc par une banque traditionnelle, c'est possible. Après, ça dépend du dossier, est-ce qu'elle va Attends, accepter ou pas. est-ce que tu as vu les cas des banques traditionnelles classiques français qui a prêté l'argent pour ça? Là, je suis surpris. Français, pas encore. OK, mais c'est les banques où, aux États-Unis dans ce cas-là? États-Unis, oui, Dubaï, beaucoup, ça se démocratise beaucoup à Dubaï. En fait, il y a des zones dans le monde qui sont beaucoup plus avancées sur tout ce qui est Web3, crypto que d'autres. En France, on est bien déjà. D'habitude, on est beaucoup plus en retard que ça sur plein d'autres sujets, mais sur ce qui est crypto, on est quand même bien avancé. On n'est pas dans les premiers du tout, on n'est pas non plus trop en retard. Donc il y a vraiment des zones où c'est plus facile de le faire aujourd'hui. Progressivement, ça va se développer. Donc peut-être que d'ici, plusieurs, mois, années, ce sera possible de le faire vraiment ouvertement avec les banques françaises. C'est intéressant, mais en tant que résidente fiscale français, est-ce qu'on peut avoir accès à ces crédits à Dubaï, par exemple? Ça, c'est une bonne question. D'accord, il faut prendre les crédits à Dubaï Ouais, pour acheter un token sur l'immobilier qui peut être partout dans le monde. Donc là, ça commence à être, je pense structure que assez compliquée, ouais. je pense que Dubaï, c'est très particulier parce que, en fait, les banques à Dubaï, elles prêtent beaucoup aux Dubaïotes, donc ceux qui sont résidents fiscaux là-bas. Pour emprunter dans des banques, pareil pour les banques suisses, elles sont très frileuses au fait de prêter à des particuliers ou des entreprises étrangères au territoire, sauf pour des grandes, grandes, grandes entreprises. Donc un particulier, tu vois, monsieur, madame, tout le monde qui veut utiliser de l'argent, lever de l'argent à une banque à Dubaï, je pense pas que ce soit réel. Enfin, OK. je pense pas que ce soit réaliste, mais c'est possible. Mais Ouais, mais on garde en tête que voilà, ça commence, peut-être ça va arriver en France, donc potentiellement, c'est une nouvelle stratégie d'investissement, pourquoi pas? Top, exactement. merci beaucoup. Bah, fonçons avec les restes. Merci pour la réponse. Alors, partie 5, on va parler de ce qu'on appelle le stacking. Et donc, le stacking, je le mets à côté de ce qu'on appelle les actions à dividendes parce que c'est semblable, mais il y a des avantages également au stacking. Donc, c'est pour ça que je dis que les actions à dividendes n'ont rien à envier au stacking et inversement, le stacking n'a rien à envier aux actions à dividendes. Alors, pour rappel, je sais qu'on l'a vu dans les conférences sur les actions à dividendes, mais c'est toujours bien de le mettre en parallèle. Très, très rapidement sur les dividendes. En fait, les dividendes, ça représente la partie du bénéfice d'une entreprise et qui est distribuée aux actionnaires. Donc, si par exemple, vous êtes actionnaire d'Apple, c'est-à-dire que vous possédez des actions Apple. Et donc, si vous possédez des actions Apple, vous avez droit, comme les tokens, vous avez droit à recevoir une partie du bénéfice de l'entreprise. Donc, il y a 2 conditions pour recevoir des bénéfices. Il faut d'une que, évidemment, sur l'année comptable, l'entreprise, elle ait réalisé du bénéfice, sinon on ne peut pas le distribuer. Et 2, qu'elle ait une politique de distribution des bénéfices. Toutes les entreprises qui font du bénéfice ne le distribuent pas nécessairement aux actionnaires. Donc ça, c'est simplement pour recontextualiser au niveau des dividendes, pour qu'on puisse le comparer après au stacking. Le stacking, lui,
C'est une méthode d'investissement qui consiste à immobiliser ces cryptos. Donc, immobiliser, c'est-à-dire qu'on les bloque sur le réseau, sur la blockchain, soit pour une période fixe. Donc, par exemple, on les bloque pendant 6 mois, on les bloque pendant 1 an, on les bloque pendant 1 mois, une période fixe, soit une période libre. Évidemment, si c'est une période libre, les taux d'intérêt vont être plus faibles que pour une période fixe. Et donc, pour avoir immobilisé ces cryptos, donc les bloquer, ça répond en fait à une méthode de consensus qu'on appelle le proof of stake. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ce serait trop compliqué. Mais disons que ça nous permet de sécuriser le réseau. Si on bloque les cryptos sur une blockchain proof of stake, ça va permettre de sécuriser le réseau parce que c'est-à-dire qu'on fait confiance au réseau. Donc, comme on fait confiance au réseau, le réseau va nous rétribuer une partie des frais de transaction qui sont exercés sur cette blockchain. Donc, par exemple, si vous transférez du Bitcoin, vous allez payer les frais de transaction. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de transférer 1 000 euros, que ça vous coûtait très peu de frais, mais quand même des frais. Ces frais-là, ils vont être justement donnés aux personnes qui sécurisent leur crypto. Alors, pas sur la blockchain du Bitcoin, parce que c'est pas une blockchain proof of stake, mais c'est une blockchain proof of work. Je rentre pas dans les détails encore une fois. Mais disons que le staking, c'est ça. On immobilise ces cryptos, on est récompensé avec les frais transactionnels sur la plateforme. Et donc, ça peut être des rendements assez élevés. On peut avoir des rendements de 2, 5, 10, 15% suivant le stacking qu'on peut faire. Donc là, je vous donne un exemple. Avec le Bitcoin. Admettons que vous investissiez 10 000 euros sur le Bitcoin lorsque le prix du Bitcoin est à 40 000 euros. Ça veut dire que vous avez 0,25 Bitcoin, vous avez un quart de Bitcoin. Si vous décidez de stacker vos 0,25 Bitcoin sur une plateforme centralisée qu'on appelle la CeFi ou alors sur un protocole de finance décentralisé qu'on verra après qu'on appelle la DeFi, quelle que soit la méthode que vous choisissiez, vous allez avoir des rendements différents en fonction des conditions, en fonction des risques. Mais grosso modo, on peut dire qu'on a entre 2 et 10% de rendement annuel. Donc, pour l'exemple, j'ai pris 8% parce que c'était très facile avec 8%. Donc, si on prend 8% de rendement annuel, vous avez 0,25 parts. Donc, chaque année, vous allez toucher 0,02 Bitcoin. Si on fait 8% de 0,025, c'est ce que vous possédez, ça va être votre rendement annuel. Donc, tous les ans, vous allez toucher 0,02 Bitcoin. Au prix actuel, ce qui fait 800 euros. Au prix actuel, c'est-à-dire au prix où vous l'avez acheté, 40 000 euros. Si le cours du Bitcoin descend, vos 0,02 Bitcoin vendront évidemment moins en monnaie dollar ou euro. Mais maintenant, si on se projette, évidemment que le cours du Bitcoin, il fluctue. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il évolue par cycle et les cycles suivants vont encore plus haut que les cycles précédents. C'est pour ça que la tendance long terme, elle est très haussière. Si on estime, et je ne vais pas montrer toute cette démonstration, mais beaucoup d'analystes l'ont faite et moi j'ai fait de la mienne, je pense que le Bitcoin pourrait atteindre autour de 6 chiffres d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Globalement, avec l'adoption qu'on a, il y a plein de variables, évidemment, il y a beaucoup de si, mais c'est une projection comme une autre. Donc, si dans 10 ans, on avait un Bitcoin, par exemple, qui atteignait 1 million d'euros, vous auriez touché au total 0,2 parts de Bitcoin sur 10 ans, parce que vous en touchez 0,02 tous les ans, donc sur 10 ans, vous en avez bien 0,2. Donc, au prix actuel du Bitcoin, s'il était à 1 million, 0,2 parts, ça fait bien 200 000 euros. Et donc maintenant, si on calcule ce rendement par année, 200 000 euros après 10 ans, donc divisé par 10, ça nous fait 20 000 euros par an. Donc c'est plus du tout les 800 euros qu'on avait au début. Et donc ça, c'est le gros avantage du stacking, parce qu'en fait, votre récompense, elle est donnée dans l'actif sur lequel vous investissez. Elle n'est pas donnée en monnaie classique comme avec des dividendes. Si vous investissez sur Apple, votre dividende, il ne va pas vous être donné en action Apple, il va vous être donné en euros ou en dollars, suivant la devise sur laquelle vous investissez. Alors que là, votre rendement, vous le touchez dans l'actif. Et donc l'actif, évidemment, sa valeur s'apprécie ou non avec le temps. Donc c'est pour ça que si sa valeur s'apprécie en plus et que vous n'avez pas vendu les parts que vous avez touchées en rendement, bah, vous avez double effet de levier sur ce rendement-là. Donc c'est pour ça les avantages, c'est 100% passif. Vous avez juste à acheter ou stacker, très simple. Enfin, très simple, il faut savoir le faire, mais c'est pas très compliqué. Je veux dire, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de gestion. Vous recevez les rendements, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines, en fonction des protocoles que vous utilisez, plutôt que par exemple des actions à dividendes qui vous payent une fois tous les trimestres, comme les actions américaines, ou une fois par an pour les actions françaises, en moyenne. Après, le stacking, c'est aussi une manière de se protéger de la baisse du cours des cryptos. Parce que par exemple, si vous stackez une crypto à 20% par an et que le cours de cette crypto baisse de 10%, bah, comme vous touchez 20% à l'année, bien qu'il ait baissé de 10%, vous êtes toujours gagnant. Donc c'est aussi une protection contre la baisse des cours, protection qui reste limitée parce que si vous touchez 20% par an, mais que les cours baissent de 40%, vous perdez un peu, mais vous perdez moins que si vous stackiez pas. Donc ça offre une protection, c'est non négligeable. Ensuite, c'est ce que je disais, on touche les rendements dans la crypto et pas en monnaie fiduciaire. Donc, ce qui permet, si on ne vend pas ces cryptos-là, de profiter de l'appréciation et l'augmentation de la valeur sur la durée. Et ensuite,
le stacking, on peut aussi le faire sur des cryptos qui ne sont pas fluctuantes. Par exemple, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, son cours va monter et inversement. Mais il y a d'autres cryptos qu'on appelle des stablecoins qui, elles, ne fluctuent pas. C'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur le cours de monnaie classique. Et donc, par exemple, il y a le Tether, c'est l'USDT. Cette crypto-monnaie-là vaut $1 et elle vaudra $1 aussi dans 6 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est des cryptos qui ne vont pas fluctuer avec le marché. Donc, c'est une manière de se protéger. Donc, on peut faire des rendements. Je vois que tu as une question, vas-y. Ouais, j'ai directement une question. On n'a pas eu les cas récemment, il y a quelques semaines ou mois déjà, où notamment l'un des stablecoins, qui était indexé sur le dollar, il a descendu plus bas. Et là, c'était entre Ouais, guillemets un grand scandale dans le monde des cryptos parce que on promet toujours qu'il y a un stablecoin égale $1. Or là, c'était moins. Peut-être 2, 3 phrases par rapport à ça, juste pour ok. rassurer. Alors, je voulais pas rentrer dans ces détails parce que c'est un peu technique, mais pour faire très simple, en fait, il y a plusieurs types de stablecoins. Tu as des stablecoins qui sont backés par le dollar, c'est-à-dire qui sont sécurisés par le dollar. Donc, par exemple, ça veut dire que les entreprises qui émettent ces stablecoins, elles doivent avoir en trésorerie la même somme que celle qu'elles émettent sur le marché. Donc, par exemple, si l'entreprise Tether, c'est un stablecoin qui s'appelle USDT, met 100 milliards de USDT sur le marché, ça veut dire qu'elle doit en trésorerie avoir 100 milliards de dollars réels. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est des stablecoins qui sont bien sécurisés, parce que souvent, ces entreprises-là, elles sont auditées régulièrement pour vérifier qu'il y a la bonne parité entre la trésorerie réelle et les tokens qui sont émis sur le marché. Ça, c'est les stablecoins qui sont sécurisés. Après, il y en a beaucoup d'autres qui, du coup, n'utilisent pas du tout ce modèle-là et qui sont beaucoup plus fluctuants. C'est ce qu'on appelle les stablecoins algorithmiques. Et en gros, c'est des algorithmes avec des smart contracts, donc des contrats intelligents. C'est un peu plus complexe, mais disons que c'est un algorithme qui va avoir la crypto, le stablecoin d'un côté, une crypto en collatéral, donc par exemple le Bitcoin, et en fonction de l'évolution du cours du Bitcoin, et ben, cet algorithme il va ajouter des Bitcoins ou en enlever pour garder la parité. Et donc ça, c'est des stablecoins qui ne sont pas encore au point. Et donc, avec les stablecoins algorithmiques, il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, l'UST de Luna, il y a eu l'USDT de NIR, et on connaît les problèmes qui Ouais. s'ensuivent. Mais du coup, les stablecoins, ça a été noirci, mais en réalité, il y a des stablecoins qui sont très sécurisés. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. OK. Je J'espère que ferme ça les répond. parenthèses, je voulais juste revenir sur ça parce que j'imagine que ça peut intéresser. Alors là, je peux te dire tout de suite que dans les questions qui arrivent, donc là, ça donne envie qu'est-ce que tu es en train de présenter. Donc toutes les questions, c'est quelle est the plateforme à utiliser? Est-ce qu'il y a un outil à nous conseiller à utiliser pour faire le stacking notamment? Alors, pour faire le stacking, alors actuellement, il y a une plateforme qui est bien, elle s'appelle Nexo, Yes, mais je vais mettre le lien directement dans les commentaires. ouais, mais je mets un mais. Il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire du stacking. Donc ça, Nexo, c'est une plateforme de finance centralisée. Donc la CeFi, c'est pas de la finance décentralisée qu'on verra après. Le problème, c'est que avec le marché baissier actuellement, il y a beaucoup de ces plateformes-là qui possèdent des actifs, mais comme les actifs ont beaucoup perdu en valeur, bah, ce sont des entreprises qui se retrouvent pas loin de la faillite. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés en faillite. Par exemple, il y a Celsius, qui est l'équivalent de Nexo, qui, elle, est en faillite. Il y a une plateforme qui s'appelle FTX qui est en train de racheter les actifs de Celsius. Donc, il faut faire attention à ces plateformes-là dans les marchés baissiers. Parce que dans les marchés haussiers, tout va bien, elles ont des actifs, elles montent, elles s'enrichissent. Dans les marchés baissiers, c'est l'inverse. Elles perdent de l'argent. Du coup, il faut savoir, est-ce qu'elles ont les reins suffisamment solides pour maintenir à flot leur entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont toujours des revenus suffisants pour payer leurs salariés, vraiment. Donc ça, c'est hyper important. Donc Nexo, c'est une bonne plateforme, elle a de bonnes assurances, elle a, je crois, 375 millions de dollars d'assurance en cas de faillite, de problème, de hack, mais il faut quand même être au fait de ces problèmes-là. Donc si on investit sur des plateformes de finances centralisées comme Nexo, c'est bien d'en utiliser plusieurs et de ne pas mettre tous ses fonds sur la même plateforme. Ensuite, il y a une deuxième plateforme que moi j'utilise personnellement, elle s'appelle Quantfury. C'est aussi mon partenaire. Et Quantfury ne propose pas encore le stacking. Leurs développeurs sont en train de le développer sur la plateforme. Et ça va être des informations que j'ai. Elles sont confidentielles. Donc, je vous les partage quand même en exclusivité. Voilà, Euh, c'est bien. on ne dira Yes. rien. Ils sont en train de développer le stacking directement sur leur plateforme. Ils vont proposer du stacking sur des stablecoins pour évidemment limiter les risques. Sur des stablecoins, ça va être des rendements entre 8 et 12% par an, Pas mal, garantis. ouais, ouais. Donc, Donc, pour les débutants,
Surtout, moi, je n'ai pas encore utilisé Quantifury pour les stacking parce que voilà, tu viens de dire que c'est en train d'être développé. Tu nous préviens comme ça va être fait. Ouais. Mais pour Nexo, pour les débutants, en vue des facilités d'utilisation des plateformes, parce qu'on a quand même les designs, on a les facilités de transférer les fonds, etc. C'est hyper simple à commencer, c'est bien, mais n'a pas à placer à 100% de ses économies. Ouais. Déjà, par rapport à notre portefeuille, on est d'accord qu'on va mettre en crypto, on va pas mettre en crypto la majorité de notre portefeuille, surtout si Mm. on est débutant. Donc, on a choisi un pourcentage qu'on est prêt à perdre parce qu'on investit toujours quelque chose qu'on est prêt à perdre au cas où. Il n'a pas l'investissement sans risque. Donc, pour comprendre les concepts, Nexo ou Quantifury, au moment où on commence à faire le stacking, c'est bon. Par contre, les plateformes des défis, ça a l'air un peu plus compliqué. Donc, peut-être pas pour C'est les plus complexe. débutantes. Ouais, c'est Non, pas même pour les ouvrir débutants. les comptes, faire les transferts et tout. Donc, on va pas en parler. Désolée pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, là, il faut vraiment une connaissance un peu plus poussée. Donc, si vous vous intéressez au sujet, vous allez vous parvenir à trouver cette information. Exactement, je rebondis sur un point que tu as dit qui est très important, c'est que les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs parmi d'autres. Il y a la bourse, il y a l'immobilier. Et donc, dans une stratégie de portefeuille d'investissement global, les crypto-monnaies doivent représenter un pourcentage de ce portefeuille. Il ne faut pas que ce pourcentage, suivant votre tolérance au risque, il soit exorbitant. Donc, c'est pour ça qu'après, au sein même d'une classe d'actifs, on peut également diversifier son portefeuille. La diversification, c'est vraiment utile pour diluer le risque. Plus on diversifie, que ce soit sur plusieurs cryptos, mais aussi sur plusieurs plateformes, on dilue tous les différents risques. Par exemple, dans les risques, il y a les risques de plateformes. Donc, des plateformes, il en existe plein. Vous en connaissez sûrement déjà. Toutes les plateformes mainstream, ces plateformes-là, elles ne sont pas imperméables aux risques. Il y a des risques de hack, il y a des risques de faillite. Même si pour les grosses plateformes, ce sont des risques qui sont minimes, ce sont des risques qui existent. Donc, pour diluer tous ces risques, c'est toujours bien d'avoir ces actifs sur plusieurs plateformes différentes. Et après, il y a Ouais. même des clés Ledger ou des clés Trésor qui sont des portefeuilles. J'en parle pas dans cette conférence, mais petite Là, parenthèse, ouais, ce sont des là, portefeuilles qui. faut voir les connaissances un peu plus poussées. Donc, on va rester sur le Ouais, niveau qui, entre guillemets, les semer, il était créé pour les gens qui sont débutants, qui cherchent les stratégies, qui est rémunérateur, mais qui ne demandent pas beaucoup de temps et beaucoup voilà, je n'ai pas envie de dire beaucoup de connaissances, mais qui est accessible. Mais voilà, on va rester sur ça. Juste une petite question et on va continuer. Les restes des questions, je la vois, je ne suis pas en train de vous ignorer, mais on avance parce qu'on a pas mal de sujets. Ensuite, on verra si on aura le temps de les traiter. On a un stacking sur Binance, il me semble, mais ouais, c'est c'est déjà moins intégré à la intéressant. plateforme. Ça dépend en fait. Binance propose différents types de stacking plus complexes. Donc il y a différentes graduations de stacking qu'ils proposent. Il y a du stacking très simple. Ils proposent une crypto-monnaie, un rendement sur une période variable ou fixe. Et donc dans ce cas-là, très simple, si vous avez cette crypto-monnaie, que vous y croyez sur le long terme, vous pouvez investir dessus, bloquer votre crypto ou non et obtenir les rendements. Euh, c'est plutôt bien fait sur Binance. Après, sur les rendements, sur les stablecoins, je trouve pas qu'ils soient très élevés par rapport à d'autres. Ouais, Ils font. Donc c'est pour ça j'ai que moi j'utilise. l'impression que c'est plus bas à chaque fois, en fait. Ouais, moi j'utilise pas Binance pour être honnête, parce que les rendements sont vraiment faibles. Alors Binance c'est mainstream, donc c'est facile d'y aller parce qu'on entend parler et donc comme c'est mainstream, les gens peuvent y aller facilement. Mais quand on a un peu plus de connaissances dans l'univers crypto, on se rend compte très vite qu'il y a des endroits où c'est plus intéressant d'aller. Ouais et là, limite, personnellement, j'aime bien l'expérience d'utilisation et Binance, c'est une nightmare, en fait. C'est C'est un compliqué à cauchemar. comprendre, le nombre de produits où il faut cliquer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc Binance, voilà, j'ai l'impression qu'on a tous commencé par Binance parce que c'est quelque chose qui est simple à utiliser et on l'entend parler partout. Mais là, utiliser, c'est pas agréable. Après, ça reste mon avis. Mais Nexo et Binance, ça n'a rien à voir au niveau d'expérience d'utilisation et Nexo, Ouais, c'est plus rentable. ouais, exactement. Yes, go. Merci beaucoup. Avec plaisir. On avance. Alors, passons à la partie 6, il nous en reste 3, donc on va peut-être accélérer. Donc là, on va parler du DCA crypto, je vais expliquer évidemment ce que c'est, et je le mets en parallèle des ETF en bourse. Alors évidemment, comme ce que j'ai fait avant, je fais un petit rappel sur les ETF. Les ETF, en fait, ce sont des trackers qui vont répliquer la performance d'indices boursiers. Donc un indice boursier, c'est un panier d'actions, tout simplement. Donc par exemple, le CAC 40, que vous devez tous connaître au moins de nom, c'est un indice qui regroupe les actions des 40 plus grosses entreprises françaises.
Le S&P 500, c'est l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis, donc qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc, par exemple, le CAC 40, c'est un indice qui a une croissance annuelle depuis 1987 en moyenne de 8,7%. Si on prend les mêmes chiffres pour le S&P 500, c'est 10,7% depuis 1957. Donc, c'est entre 8 et 10% pour les indices boursiers, ce qui sont des performances annuelles vraiment importantes. C'est vraiment des grosses performances. Et donc, le DCA, ça va consister à investir une somme prédéterminée à l'avance, donc une somme fixe à intervalle de temps régulier, c'est-à-dire toutes les semaines, j'investis 10 euros, tous les mois, j'investis 100 euros, ça dépend. C'est mieux que la fréquence d'investissement, elle soit courte plutôt que longue, c'est-à-dire c'est mieux d'investir toutes les semaines que tous les mois, parce que plus on investit dans une période de temps rapprochée, plus les intérêts composés vont justement se composer rapidement. Et donc, le fait d'investir à intervalle de temps régulier avec le DCA qu'on appelle le dollar cost averaging, ça permet d'une, de capitaliser sur les intérêts composés, et de deux, ça permet de lisser son prix d'entrée. Par exemple, si vous avez 1000 euros à investir sur le Bitcoin aujourd'hui, plutôt que de mettre 1000 euros maintenant, divisez cette somme en 10. Donc, investissez 10 fois 100 euros. Parce que si vous investissez 1000 euros maintenant et que les cours chutent de 50%, vous avez perdu 50% de votre capital. C'est une perte latente, certes, mais c'est une perte qui est existante. Alors que si vous investissez au fur et à mesure de la baisse 100 euros, 100 euros, 100 euros, vous lissez votre prix d'entrée et vous baissez votre coût de revient. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est l'une des grandes forces du DCA. Et donc, là, pour synthétiser, si vous faites du DCA, quand le marché va monter en valeur, la valeur de votre portefeuille va aussi augmenter. Et si le marché diminue, eh bien, pour la même somme d'argent que le mois ou la semaine passée, vous allez obtenir plus de parts de l'actif sur lequel vous investissez. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on fait du DCA, qui est vraiment un investissement long terme, on se fiche des fluctuations sur le court terme. On se fiche que les cours montent ou descendent, parce que dans les deux cas, vous êtes gagnant. Soit ça monte et votre portefeuille augmente, soit ça diminue. Pour la même somme d'argent, vous avez plus de parts. Et donc, comme c'est une stratégie long terme, vous êtes même content quand ça diminue. Donc, tac, tac, tac. Tout ça, j'en ai parlé. Quand le marché. OK. Et donc là, je vous donne un exemple avec trois actifs, Bitcoin, S&P 500, Ethereum. Donc Bitcoin et Ethereum, vous les connaissez, c'est les deux plus grosses capitalisations du marché crypto. S&P 500, j'en ai parlé aussi. Alors ça, c'est un tableau que j'avais fait dans ma newsletter que je n'ai pas mis à jour parce que quand je l'ai fait, c'était en 2021 et l'année 2021 n'était pas clôturée. On était, je crois, au mois d'octobre. Et évidemment, le mois de novembre et décembre a été catastrophique pour les marchés financiers. Donc les performances de 2021 ne sont pas du tout celles qui sont affichées là. Mais disons que, en tout cas, pour comprendre et les ordres de grandeur sont respectés, si on fait par exemple une moyenne de ces rendements depuis 2016, le Bitcoin c'est à peu près 300%, le S&P 500 7% et l'Ethereum 1700%. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont des crypto-monnaies qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de la finance traditionnelle et de la bourse, c'est tout petit. Ça pèse que 1000 milliards les cryptos, contre 90 000 milliards pour la bourse. Donc c'est pour cette raison que les rendements sont beaucoup plus élevés sur les crypto-monnaies. Parce qu'il suffit de pas beaucoup d'argent en comparaison à la bourse pour que les cours augmentent significativement. Pour donner un exemple, pour que le cours du Bitcoin, pour que sa valeur soit multipliée par 2, aujourd'hui le cours du Bitcoin est autour de 20 000 $, pour que le Bitcoin passe à 40 000 $, ça veut dire que sa capitalisation doit doubler. Donc sa capitalisation, c'est tout l'argent qu'il a investi dessus. Donc par exemple, quand l'action Apple, Apple, ça pèse, je crois, 2500 milliards en bourse. C'est-à-dire que pour que l'action Apple qui vaut 160 $ passe à 320 $, ça veut dire que 2500 milliards doivent être investis dessus. Alors que le Bitcoin qui pèse 400 milliards, pour que son prix double, 400 milliards doivent être investis dessus. Donc c'est 6 fois moins. Donc c'est pour ça qu'il faut moins d'argent pour que les cours augmentent. Donc c'est pour ça que les cryptos sont plus volatiles, mais qu'elles permettent aussi de gagner plus d'argent sur du DCA. Donc après, il ne faut pas faire du DCA sur n'importe quelle valeur. Il faut faire du DCA sur des valeurs d'avenir, donc du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies qui seront probablement là encore dans 4, 5, 10 ans, mais c'est plus spéculatif parce que ce sont des produits qui ne sont pas tous fonctionnels. Donc moi, je me cantonnerais pour vous au Bitcoin et à l'Ethereum pour faire du DCA. Vous pouvez toujours le faire aussi sur le S&P 500. C'est bien d'être exposé à plusieurs marchés. Après, la seule différence, c'est que le Bitcoin et le S&P 500, ce sont des actifs qui sont corrélés. Donc si le S&P 500 monte, le Bitcoin va monter et inversement. Donc ça veut dire que vous allez avoir des performances différentes, mais qui vont être semblables dans le sens où si ça monte, vous êtes dans le négatif ou dans le positif en fonction des fluctuations du marché. Et en complément du DCA, ce qui est super bien de faire, c'est du stacking. Donc par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, vous accumulez du Bitcoin. Et en plus, ces parts de Bitcoin-là, vous les mettez en stacking. C'est-à-dire que vous gagnez doublement. D'une,
les parts que vous achetez en stacking, enfin que vous achetez, vous les mettez en stacking, c'est-à-dire en plus que la valeur de ces parts va augmenter sur le long terme, vous allez être rémunéré en stacking sur ces parts. Donc là, vous avez double effet de levier sur cet investissement-là en combinant les deux stratégies. Hop, je passe à la partie 7, sauf s'il y a des questions. On a, mais On n'a avançons. pas le temps. OK. Donc la partie 7, elle est rapide parce qu'elle est technique, donc je me suis pas trop aventuré à raconter des choses trop techniques. Alors, la finance décentralisée, c'est pour ça que je mets ce titre-là, ça veut dire elle nous donne toutes les cartes. C'est pour ça qu'on peut devenir une banque. Parce que, donc, DeFi, ça veut dire finance décentralisée en anglais. Et donc, c'est un écosystème de produits financiers sans intermédiaire. En fait, c'est tout simplement, ça repose sur la blockchain grâce à la décentralisation. Donc, ça nous permet en fait de jouir des mêmes produits qu'il y a dans la finance décentralisée, dans la finance traditionnelle, à savoir les prêts, les emprunts, les échanges d'actifs, les livrets à rendement. Tout ça existe dans la finance traditionnelle, mais ça existe aussi dans la DeFi. Et la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est centralisé par des banques et l'autre qui est décentralisé grâce à des algorithmes. Et donc, tous ces produits fonctionnent avec des contrats intelligents. Je ne rentre pas trop dans les détails. Donc, un contrat intelligent, c'est par exemple, je mets un exemple tout en bas de la slide, c'est si la personne X dépose 1000 $ sur le protocole Y et que les garde pendant une période Z, donc si je remplace par des chiffres, ça veut dire si Paul dépose 1000 € sur le protocole AAV et les garde pendant un an, alors à partir de la deuxième année, donc Z plus 1, et il va toucher 10% de rendement sur le capital déposé. Et ça, c'est fait automatiquement avec des contrats intelligents qui sont en fait des lignes de code qui s'automatisent, enfin qui s'exécutent automatiquement dès que les conditions sont remplies. C'est le principe d'un algorithme. Et donc, il y a deux fonctions principales à la DeFi. Il y en a en réalité beaucoup plus, mais c'est les deux principales et les plus simples. Il y a ce qu'on appelle les protocoles d'emprunt et de dépôt et ce qu'on appelle les protocoles d'échange décentralisés. Alors, sur le premier, c'est comme dans la finance traditionnelle, c'est-à-dire qu'une personne, elle peut déposer des fonds et une autre personne peut emprunter ces fonds. Et donc, c'est-à-dire que vous, si vous avez des capitaux aujourd'hui, vous pouvez les placer dans un protocole d'emprunt et évidemment, il y a d'autres personnes en face qui vont les emprunter et en fait, vous allez devenir une banque. C'est-à-dire que c'est vous qui prêtez l'argent et en échange, vous allez obtenir des intérêts. Donc ça, c'est un gros pouvoir que la finance décentralisée permet. Et une autre manière de gagner de l'argent avec la finance décentralisée de manière passive, parce que toutes ces stratégies-là sont passives, ça va être de donner de l'argent, c'est de mettre de l'argent dans un protocole d'échange décentralisé pour donner de la liquidité en fait à ce protocole. Donc très simplement, si vous voulez par exemple convertir vos bitcoins en Ethereum, il vous faut suffisamment de bitcoin et suffisamment d'Ethereum pour que la conversion se fasse, ce qu'on appelle la liquidité. Donc, si vous avez des bitcoins, par exemple, ou des Ethereum, ou les deux, vous pouvez fournir au protocole de la liquidité, donc vos bitcoins et vos Ethereum, pour permettre à des gens qui, eux, vont swapper, ce qu'on appelle convertir les deux. Et donc, comme vous donnez de la liquidité au protocole, vous allez être récompensé sur les frais de transaction. Donc ça, c'est encore une manière passive, avec la finance décentralisée, de gagner de l'argent. Donc, je ne m'étale pas plus parce que c'est technique. Mais par exemple, si juste ça intéresse certains, il y a deux plateformes que je peux recommander sur les protocoles d'échange décentralisés, donc les DEX, il y a Uniswap qui est bien. Et pour les protocoles d'emprunt et de dépôt, il y a AAV qui est très bon. Attends. Encore? Je vais mettre les liens dans les commentaires. Pardon. Alors, le premier, c'est Uniswap. UNI. Uniswap. Ouais, ça c'est Yes. pour les DEX. Et AAV, AAVE. AVE. Qui est d'ailleurs une crypto à un très fort potentiel. C'est Si je... AVE? Non, c'est AAVE. Ouais. OK. Open Source Liquidity Protocol. OK. Yes. Hop. Et enfin, dernière partie, la partie minage. Et la partie minage, ça permet véritablement de gagner des cryptos, mais plus que de gagner, de les produire 24/7. Donc c'est pour ça que je mets cette phrase dans l'introduction de cette partie minage, c'est que les mineurs sont des machines à cash. Et véritablement, c'est même pas une phrase marketing, c'est le cas, ce sont des machines qui produisent des cryptos, donc de l'argent. Et c'est des machines qui fonctionnent 24/7. Alors, comment ça fonctionne? Il y a les mineurs qui sont du coup des ordinateurs. Alors pas des ordinateurs avec un écran, mais disons, si vous avez connu, comme moi qui suis jeune, les tours d'ordinateur centrales, ça ressemble à ça un mineur. Je vais vous montrer une photo un peu après. Voilà, la photo, ces deux photos-là, ça représente des mineurs, pour que vous voyez à quoi ça correspond. Alors, les mineurs, ils vont gagner de l'argent de deux manières différentes. La première manière, c'est en sécurisant le réseau. Donc le réseau, c'est la blockchain. Donc là, je vous remets le graphique que je vous ai mis au début. C'est pour ça que je vous en ai parlé au début. C'est que pour que sceller les blocs,
vous voyez, il y a cette chaîne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et cette chaîne, elle apparaît dans le code informatique sous la forme d'un code. Et pour trouver ce code, il faut résoudre une équation. Et donc, pour résoudre cette équation, il faut de la puissance de calcul. Et la puissance de calcul, elle provient des mineurs. Donc, il y a plein de mineurs qui cherchent la réponse à cette équation. Et le premier mineur qui trouve la réponse à cette question, il va être récompensé en Bitcoin. Et donc, c'est comme ça. Donc, ça va être sa première rémunération. Et donc, il y a des fois, il y a ce qu'on appelle des fermes de minage, des pools de mineurs qui sont tous connectés entre eux pour augmenter la puissance de calcul. Ils recherchent tous ensemble la même équation. Et une fois qu'il y en a un qui a trouvé, ils se partagent tous la récompense parce qu'ils ont apporté de la puissance de calcul à la résolution de l'équation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a de mineurs, plus on a de puissance de calcul, plus on a de chances de résoudre les équations. Et donc, plus on touche d'argent en récompense d'avoir sécurisé le réseau. Donc ça, par exemple, ça existe sur la blockchain du Bitcoin. Donc ça, c'est la première manière de gagner de l'argent avec les mineurs. La deuxième manière, c'est sur les frais de transaction sur la blockchain. Donc par exemple, si vous faites une transaction de quel que soit le montant, vous transférez de l'argent du Bitcoin à un de vos amis, vous allez payer des frais de transaction sur cette transaction, qui sont minimes mais qui existent. Du coup, ces frais de transaction, ils sont donnés aux mineurs. Alors pourquoi? Parce que c'est le mineur qui va faire l'intermédiaire entre votre portefeuille et celui de votre ami. Donc c'est-à-dire que vous allez transférer de l'argent, le mineur, lui, il va authentifier pour pas que les transactions soient falsifiables, il va authentifier que vous avez bien l'argent que vous souhaitez envoyer. Donc, il va calculer très vite l'historique de tout ce qui est entré sur votre compte et ce qui est sorti pour regarder si vous avez bien le solde nécessaire à l'envoi que vous voulez. Si vous voulez envoyer 1 000 € mais vous avez que 500 € dans votre portefeuille, la transaction va être annulée parce que le mineur va s'en rendre compte. Donc, c'est lui qui, d'une, va authentifier que vous avez l'argent. De deux, c'est lui qui va vérifier la transaction. Et de trois, c'est lui qui va la valider dans les blocs. Et donc, tout ça, en échange, il y a des frais de transaction. Donc, c'est pour ça qu'il y a des frais de transaction que l'on paye quand on fait un transfert et qui sont donnés aux mineurs. Donc, ça, ce sont les deux manières avec lesquelles les mineurs gagnent de l'argent. Donc, maintenant, il y a deux types de mineurs. Il y a ce qu'on appelle les ASICs, qui sont utilisés uniquement pour miner du Bitcoin. C'est une machine spécifique au minage de Bitcoin. Et après, il y a d'autres machines qu'on appelle les rigs de minage. Donc, en fait, ce sont des cartes graphiques qui sont mises dans un rig, donc c'est-à-dire, disons, une caisse, et on met des cartes graphiques dans une caisse branchées entre elles pour augmenter la puissance de calcul. Donc, des cartes graphiques, c'est ce que des fois les gamers utilisent pour leur PC pour qu'il y ait vraiment beaucoup de puissance de calcul. Donc, c'est des cartes graphiques classiques. Donc, en fait, l'investissement, c'est une carte graphique ou plusieurs. Et donc, par contre, les rigs de minage, ils permettent de miner toutes les autres crypto-monnaies, comme le Litecoin, le Dogecoin, le Ton, le Moreno. Et j'ai mis l'Ethereum, mais ça va bientôt plus être le cas. Peut-être que certains ont suivi. Le merge, ça veut dire qu'en fait, l'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, donc c'est-à-dire d'une méthode de consensus de minage à une méthode de Proof of Stake, donc le stacking, ce dont je parlais avant. Donc, on peut toujours miner de l'Ethereum, mais ça devient de moins en moins rentable parce qu'il y a plein de gens qui ont quitté le réseau. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais disons que miner du Bitcoin ou miner les autres crypto-monnaies, c'est possible avec ces machines-là. Ça, c'est un rig de minage sur la droite. Sur la gauche, c'est uniquement un ASIC pour miner du Bitcoin. Avant d'en acheter, un de ces rigs-là, ça vaut déjà beaucoup d'argent, ça vaut plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir des choses. La première chose, c'est qu'il faut déterminer le coût d'électricité. Parce que c'est ça qui va faire la rentabilité de la machine. Parce que la machine, elle va dépendre du coût d'électrique. Parce que les mineurs, ils sont branchés évidemment à l'électricité. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, en fonction de votre coût électrique, du prix du kilowattheure, la rentabilité va être très différente d'une zone géographique à une autre. C'est pour ça qu'il y avait une période énormément de mineurs en Chine, parce que le coût électrique était très faible. Les Chinois ont banni les crypto-monnaies, donc tous les mineurs de Bitcoin sont partis de là-bas, ils sont allés ailleurs. Il y en a beaucoup en Bulgarie. Il y a des zones sur Terre, par exemple à Dubaï, où le coût électrique est très faible, donc c'est très rentable de miner des cryptos. Par exemple, miner des cryptos en France, miner du Bitcoin en France, pardon, c'est très peu rentable aujourd'hui avec le coût électrique actuel. Miner d'autres crypto-monnaies comme le Ton, par exemple, en France, c'est rentable, beaucoup même. Mais il y a d'autres solutions que je vais vous présenter après pour être en France et quand même miner du Bitcoin. Donc, restez bien, ça va vous intéresser. Ensuite, la deuxième chose à regarder avant d'en acheter, avant de déterminer le coût, c'est aussi de calculer en combien de temps vous allez rentabiliser cette machine. De la même manière que quand vous achetez un appartement, le temps que vous amortissez votre crédit immobilier, pendant ce temps-là, vous gagnez de l'argent si vous avez des loyers supérieurs au crédit, mais du moins, vous ne touchez pas des loyers pleins. Il faut savoir en combien de temps calculer votre ROI, tout simplement. Et donc ça, il faut le prendre, pour le calculer, c'est difficile parce que vous avez une somme fixe, donc vous achetez un mineur. Ce mineur, il va vous donner une puissance de calcul. Cette puissance de calcul vous permet de miner une somme fixe de la crypto que vous minez. Donc, par exemple, un Ethereum par mois. On va dire, vous achetez un mineur, ça vous mine un Ethereum tous les mois. Et du coup, votre rentabilité, elle dépend du cours de l'Ethereum. Si l'Ethereum vaut 4000 $, c'est pas la même rentabilité que s'il vaut 1000 $ aujourd'hui. Donc, évidemment, calculer la rentabilité, c'est différent.
C'est difficile, ça dépend de la crypto que vous minez, de son cours et du coût électrique. Mais il faut quand même essayer de calculer pour voir jusqu'à quel seuil vous êtes rentable et à partir de quel seuil vous l'êtes plus. Ensuite, troisième point, c'est que les machines de minage sont très chères, plusieurs milliers d'euros, et elles sont d'autant plus chères quand on est dans un marché haussier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on est dans un marché haussier, tout le monde veut miner parce que ça devient mainstream. C'est pour ça que je vous parlais des médias tout à l'heure, parce que quand les médias s'emparent du sujet, tout le grand public veut investir en crypto et donc le minage en fait partie. Et donc les machines de minage, leur prix augmente considérablement. Donc, il ne faut absolument pas acheter des machines de minage pendant un marché haussier, il faut les acheter pendant un marché baissier, ce qui est le cas aujourd'hui. Parce que pendant un marché baissier, désintéressement total des cryptos, donc les prix évidemment baissent. Et ensuite, la quatrième chose pardon, à regarder, c'est que les appareils de minage, ils sont bruyants et ils émettent beaucoup de chaleur. Donc d'une, il faut les mettre dans une pièce qui ne soit pas nécessairement gênante pour vous, pour votre quotidien, votre confort de vie, parce que ça fait du bruit. Enfin, ça fait un sifflement, pas du bruit. Et ensuite, ça produit de la chaleur, donc il faut aussi une climatisation pour pas que ça surchauffe. Et donc, pour pas mettre tout votre argent et perdre toute votre rentabilité dans de la climatisation, il faut essayer de trouver, enfin, il faut être au fait de ça avant d'en acheter. Il faut faire ces calculs avant. Donc ça, on se rend compte que le minage, ça peut être très rentable, mais comme je Mais viens de vous l'expliquer, il y a des contraintes. Donc, ça peut être très bien d'en faire de cette manière-là, mais il y a évidemment d'autres manières qui existent. Il y en a au moins deux. donc, Voilà, il y a deux alternatives. je pense que là, c'est vraiment un roulement de tambour et là, tout le monde est en mode: «Allez, allez, balance!» Parce que oui, c'est pas les, on peut les faire nous-mêmes, c'est compliqué, hein, ouais. Oui, mais ce qui est Allez. compliqué, c'est que il faut faire les branchements, il faut relier le mineur à son compte, et cetera. C'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Mmh. Donc là, il y a deux méthodes qui sont beaucoup plus faciles à faire. Ce qu'on appelle Et le cloud mining. Le cloud mining, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'acheter nécessairement la machine, en tout cas plus besoin de la stocker. Oups, plus besoin de la stocker. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont le faire pour vous. Donc, soit la machine, vous allez l'acheter à l'entreprise, soit vous allez la louer à l'entreprise, mais quoi qu'il arrive, vous n'allez pas la stocker. C'est l'entreprise elle-même qui, dans ses entrepôts, comme je le montre sur cette image, va loger en fait les mineurs de ses clients, tout simplement. Et donc, vous allez soit louer, soit acheter ce mineur, et ils vont être stockés dans les entrepôts des personnes qui vous proposent ce service-là. Et tous les jours, vous allez recevoir vos rendements sur votre portefeuille automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin, en fait, de vous prendre la tête, entre guillemets, avec les contraintes que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le cloud mining, parce que c'est une manière de faire du mining à distance. Et donc, c'est un autre avantage, c'est que les personnes qui font du cloud mining peuvent profiter des rentabilités et des prix d'électricité à l'étranger. Par exemple, vous pouvez très bien acheter des mineurs à Bitcoin dans une ferme à Dubaï et du coup avoir la rentabilité des gens qui vivent à Dubaï avec un coût électrique très faible. Donc le cloud mining, ça a énormément d'avantages par rapport au mining classique. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les sociétés minières. Alors ça, c'est lié à la première, c'est qu'évidemment, les gens qui vous proposent ce service-là, ce sont aussi eux-mêmes des gens qui minent pour eux. Ce sont des entreprises qui soit font que du minage de crypto-monnaies pour leur entreprise, soit qui proposent à la fois le service que je vous ai présenté là-haut. Et donc, ces entreprises-là, elles sont cotées en bourse. Et donc, c'est hyper intéressant d'investir sur les sociétés minières de Bitcoin parce que, mmh. évidemment, elles font des bénéfices en récoltant des Bitcoins. C'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent, parce qu'elles ont du coup des mineurs, les mineurs résolvent des équations et elles sont récompensées en Bitcoin. Donc en fait, leur bénéfice provient du Bitcoin directement. Donc quand le cours du Bitcoin augmente, leur bénéfice augmente de manière vraiment substantielle. Et inversement, quand ça baisse aussi leur valeur. Donc c'est pour ça que leur valeur en bourse, elle est corrélée évidemment aux bénéfices qu'ils font. Donc quand le marché est haussier sur les cryptos et que le cours du Bitcoin augmente, c'est-à-dire qu'ils font de plus en plus de bénéfices, donc leur action en bourse augmente beaucoup. Et donc, moi, je me suis amusé à comparer les deux, à investir seulement sur le Bitcoin et investir sur les sociétés minières de Bitcoin. Et ben, il s'avère que c'est plus rentable d'investir sur les sociétés minières de Bitcoin en période haussière que d'investir sur le Bitcoin lui-même. Et je vous montre les performances tout en bas. Par exemple, entre le 12 mars 2020 et le 17 avril 2021, qui correspond au marché haussier qu'on a connu sur le Bitcoin l'année dernière, et ben, les entreprises minières de Bitcoin comme comme BITF, BITF, par exemple, a fait presque 3200% sur cette période, alors que le Bitcoin a fait 1200. La société UT a fait, non, pardon, je me suis trompé, BITF a fait 2400%, UT a fait 3200%, Riot a fait plus de 15 000%, et Mara a fait plus de 17 000%. Donc là, on a des performances qui sont, pour les dernières, qui sont 10 fois plus grandes que le Bitcoin sur la même période. Donc, ça, c'est une autre manière d'investir indirectement sur le minage de crypto-monnaies. C'est-à-dire que là, vous avez
enfin, vous avez pas de Rien à faire machine, en vous avez fait, pas de ouais. mineur, vous avez Tu mets du absolument rien. cash. Vous investissez juste sur les gens, les entreprises qui le font et donc vous profitez des bénéfices qu'ils font. Donc ça, c'est une autre manière, avec les inconvénients en moins, d'investir sur les sociétés minières de Bitcoin. Par contre, avant d'investir sur ces sociétés, il y a évidemment des points à analyser. Je vous en ai répertorié 5, très simples. Le premier, c'est le coût de l'énergie qu'ils utilisent, parce qu'évidemment, c'est lié à leur localisation, mais pour qu'ils aient un coût électrique concurrentiel, il faut qu'ils soient bien positionnés. Donc ça, c'est un truc à regarder. La deuxième chose, c'est l'efficacité de leur minage, ce qu'on appelle le hash rate. La troisième chose, ça va être leur roadmap. Évidemment, comme toute entreprise, on a une roadmap, un plan de développement, un business plan sur plusieurs années. Il faut regarder cette roadmap, elle est importante. On appelle aussi des fois le white paper en crypto, donc, dont la roadmap est inclue dedans. C'est important parce que pour que l'entreprise soit évidemment profitable et qu'elle se développe, c'est-à-dire qu'elle doit toujours acquérir de plus en plus de mineurs. Donc, ces mineurs valent de l'argent, donc il faut qu'ils en acquièrent. Donc, pour en acquérir, c'est relié aussi à, non, je l'ai enlevé, c'est lié aussi au fait qu'ils soient capables de lever des fonds. Parce que quand on lève des fonds, c'est comme si on va faire un prêt à la banque pour acheter de l'immobilier, on utilise l'effet de levier. Donc, on lève des fonds, donc il faut voir s'ils ont cette capacité de lever des fonds, cette capacité qui est inclue dans leur roadmap, lever des fonds pour acheter plus de Bitcoin, pour augmenter la rentabilité de l'entreprise, donc qui va augmenter le cours de bourse de l'entreprise. Ça, c'est une chose à regarder. Ensuite, quatrième point, c'est quasiment le plus important, c'est la quantité de Bitcoin qu'ils conservent. Parce que, évidemment, pour qu'ils vivent, les Bitcoins qu'ils touchent, ils en vendent une partie. Comme ça, ils encaissent le bénéfice et ils sont capables de payer leurs charges, leurs salariés, etc. Mais il faut savoir quelle est la quantité de Bitcoin qu'ils sont capables de garder. Parce que ça va vraiment faire la différence entre les entreprises minières de Bitcoin qui vont être rentables dans un marché baissier et celles qui ne vont pas l'être. Parce que dans un marché baissier, comme les cours baissent, bah, ça devient de moins en moins rentable de miner des crypto-monnaies. Sauf quand on a un coût électrique très bas, mais même à partir d'un certain moment, ça devient même plus rentable de miner du Bitcoin. Donc c'est pour ça que s'il y a des entreprises minières de Bitcoin qui sont capables de garder en trésorerie des crypto-monnaies, enfin du Bitcoin sans les vendre, ça veut dire que dans un marché baissier, elles vont avoir les ressources nécessaires pour continuer de se développer. Et ça va vraiment faire la différence entre une société minière de Bitcoin qui va faire, comme je vous l'ai montré, par exemple, à 2400% et une qui va faire 17 800%. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un développement qui est différent et donc, évidemment, des rentabilités différentes. Et la dernière chose à regarder, c'est les fonds d'investissement qui sont, ou les partenaires, les advisors, toutes ces grosses institutions, ces grosses entités qui sont liées au projet, qui investissent du cash dedans, beaucoup de cash. Et donc ça, c'est des gages de confiance, évidemment. Donc écoutez, moi, pour ma part, j'ai terminé. Évidemment, je ne peux pas tout développer et tout On le a reste est dans ma yes, newsletter ou mon on canal a Telegram. beaucoup de questions et on est désolé, ça va pas être, possible de répondre parce que certaines questions, c'est vraiment un sujet d'intervention de 1 heure. Donc là, pendant les conférences, on fait un bon introduction. On vous a parlé de plein de choses. Après, à vous, si, les stratégies vous intéressent, à développer les sujets. Je pose quand même les questions qui reviennent souvent parce que là, tu viens de parler des minages. Les gens demandent, est-ce que tu peux citer les plateformes à utiliser, notamment pour les minages cloud et les entreprises que tu as citées, est-ce que ce sont bien les 4 entreprises mineures ou, si tu veux, on peut investir dans ces entreprises? Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est les comptes titres, etc.? Ok, alors les 4 entreprises que j'ai présentées, c'est des entreprises qu'on peut acheter sur des brokers classiques. Vous avez un compte titre chez Boursorama, chez qui vous voulez. C'est en fait des entreprises qui sont cotées en bourse. Donc OK. vous pouvez investir simplement dessus. Pour la première partie de la question, les entreprises qui permettent des services de cloud mining, je sais que alors Asher est très connu dans la sphère crypto. Il a une entreprise qui s'appelle Just Mining, qui lui, à l'origine, il vendait des machines de minage et je crois qu'il est en train de développer un service de cloud mining. Donc, il faudrait regarder du côté de Just Mining. Je ne suis pas sûr que le cloud mining est disponible chez Asher ou s'il il est encore en train de le développer. En tout cas, j'en avais entendu parler. Ensuite, il y a une entreprise française qui s'appelle Mining Corporations, qui a récemment créé une nouvelle boîte. Enfin, ils ont relogé l'activité ailleurs. Ils s'appellent du coup maintenant SAS Corporations. Et eux, ils permettent à leurs clients de faire du cloud mining. Ils ont des fermes de minage en plus avec de l'énergie green, 100% Attends, verte. comment ça s'appelle maintenant? Je cherche en même temps pour donner les liens. SAS Corporations. SAS Corporations, OK. Voilà, dans la sphère française, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du cloud mining. OK. SAS Corporation, je n'ai pas trouvé, je vais regarder après. Alors, site, il Je n'est pas peux encore part dispo. ouais, parce que oui, si je cherche du nom comme ça, je trouve pas, il faut regarder. Il faut regarder Alors sur LinkedIn. ouais,
peut-être. Donc, SAS Corporations, on vous laisse regarder et chercher vous-même parce que là, comme ça, vite fait, je ne trouve pas. Personnellement, je ne sais pas si tu connais Summit Mining. Ça, c'est l'entreprise, d'ailleurs, qui était fondée par un Français, mais c'est l'entreprise qui était créée en Irlande. Que j'utilise personnellement depuis le moment déjà. Donc ça, c'est pareil les minages, mais j'ai envie de dire que c'est le mix entre les deux, qu'est-ce que tu as présenté, parce que c'est pas les minages cloud. En fait, tu vas investir, ils vont utiliser tes fonds à toi pour acheter les machines, et ensuite ils partagent les bénéfices. Donc, Ok. ouais, techniquement, c'est le cloud mining, mais voilà, c'est quelle est la différence. Donc, ils utilisent tes fonds pour acheter les machines et ils vont gérer tous les parcs pour toi. Et au moment des bénéfices, ils vont prendre une petite commission et les restes redistribuer pour les gens. Donc là, qualité des services incroyable. En fait, c'est vraiment, j'étais bluffée et je connais les fondateurs. J'ai une, Donc, je vous conseille fortement Summit Mining. j'ai une question pour toi, du coup. Est-ce Yes. que, en passant par cette entreprise, tu es propriétaire de la machine ou c'est eux qui le sont? Alors, les systèmes, c'est que au moment où tu investis, ils donnent les tokens. Donc, ça veut dire que leur parc de tous les machines, ça représente X tokens. Et au moment où tu vas investir, tu as un Y token, en fait. Et cette parc-là, donc tu es propriétaire en partie des parcs. Mais les parcs, c'est eux qui gèrent. Donc, ils vont vendre les machines qui sont plus rentables ou au bout d'un moment, ils vont acheter les nouvelles machines, etc. Donc, tu n'as pas propriétaire de machines qu'ils vont acheter à ton nom parce que les machines, ça change. Ils vont relouer les machines en Chine vers les machines en Russie. Eux, ils font l'arbitrage et c'est la gestion Ok. pour toi, en fait, qu'ils partagent de manière hyper claire et hyper ouverte. Vraiment, ils font un live par mois, ils ont le newsletter et tout qui t'explique que voilà, là, les coûts d'électricité à un tel site, c'est devenu trop cher, donc on a reloué toutes les machines à tel site, etc. Donc oui, tu as propriétaire d'une partie des parcs, mais les parcs, ça change parce qu'ils vont changer les machines en fonction de l'opportunité des moments. Ok. Et après ces Super. tokens-là, bah, du coup, si tu veux sortir, tu peux les vendre. Et du coup, les prix des tokens, ça Ok. change en fonction des marchés aussi. Ouais. Ok, super. Ouais, donc les rendements, c'est hyper intéressant. Alors, je sais pas quoi faire. Là, on a dépassé déjà largement, mais on a trop de questions. Donc, si je commence avec des questions, je sens qu'on aura des gens qui sont pas contents parce qu'on va pas te traiter. En même temps, on a quand même beaucoup donné d'informations. Est-ce qu'on s'arrête là et on dit désolé pour tout le monde parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions? On a dépassé quand même. Je vais peut-être répondre à une question qui est revenue beaucoup au Yes, niveau de la allez. fiscalité. Ouais, Je crois que ça effectivement. intéresse pas mal de monde. On m'a pas enfin, dans ce que je vois, on m'a posé beaucoup de questions sur la fiscalité des cryptomonnaies, du stacking, Ouais. du mining et en fait, la réponse, elle va être, universelle pour toutes ces méthodes d'investissement. Actuellement, la fiscalité française, elle ne fait pas la distinction entre les revenus, du trading, les revenus du mining, les revenus du stacking. Il y a une distinction entre la fiscalité des NFT et la fiscalité de tout le reste. Mais pour l'instant, c'est pas assez précis pour qu'on puisse vous dire, alors si vous faites que du trading, c'est ça, si vous faites que du mining, c'est ça. Donc la fiscalité pour toutes les crypto-monnaies, à part les NFT, c'est 30% sur les bénéfices, ce qu'on appelle la flat tax. Il y a des méthodes pour optimiser cette imposition, mais grosso modo, c'est 30% sur le bénéfice. Et à partir de 305 euros de bénéfice, donc si vous faites moins de 305 euros, vous n'êtes pas imposé. Si vous faites plus de 305 euros, vous serez imposé de 30% sur le bénéfice, pas sur le capital, hein, sur le bénéfice. Et sur les NFT, je crois que c'est à partir de 5000 euros de bénéfice que vous êtes imposé, de 30% aussi. J'espère que ça répond à la majorité des questions sur la fiscalité. Je t'entends plus, Katia. Ah pardon, j'ai coupé mon micro. Attends, je ne veux pas, comment dire. Les problèmes avec les fiscalités, c'est qu'il faut déclarer ton bénéfice. Et j'ai pas envie de dire que vous n'allez pas les faire, mais c'est plus que comment on calcule ce bénéfice, parce que autant qu'avec les bourses et tout, c'est assez clair, c'est les plateformes qui vont te donner, voilà, tu as acheté à tel prix, tu Ouais, générais tant, etc. Avec sortant, par exemple, là, les minages, ça, c'est les discussions encore, ouais. Summit Mining, ils ont passé par, je sais pas, ils ont ouvert sur la discussion, ils ont fait appel à une dizaine d'avocats en France, en Irlande et tout pour comprendre la fiscalité. Et chaque fois, la réponse, c'est que on sait pas encore, c'est tellement pas clair Ouais, que j'ai acheté, par exemple, les tokens chez eux il y a quelques années parce que ça fait le moment qu'il y a
année au moins, ouais, au moins 1 an ou 2 ans que j'ai investi avec eux. Les prix a changé, les tokens, est-ce que c'est les bitcoins, les tokens, les minages, et cetera? Comment comprendre même, combien déclarer? C'est Même si on veut le faire, c'est juste impossible. Personnellement, j'ai fait le choix pour moi, mais là, c'est pas un conseil d'investissement, c'est mon choix personnel. Tout ce qui est stacking, investissement en, minage, j'ai fait les, Nexo et cetera. Voilà, j'ai investi, je touche pas, je sors pas. Surtout pour les fiscalités aussi, je vais pas, mais m'amuser, d'essayer de calculer, et cetera. Ça, c'est l'investissement long terme, je touche pas et je vais prendre les têtes avec les fiscalités plus tard, au moment où je vais vouloir sortir. Parce ouais. qu'aujourd'hui, ça Et c'est un point important que tu dis, c'est que vous êtes imposé de 30 sur le bénéfice à partir du moment où le bénéfice, vous l'avez converti en euros. Si par mmh, exemple, vous investissez 10 000 € sur le Bitcoin et que vous faites x2, vous passez à 20 000 et que ce bénéfice-là de 10 000, que vous le vendez, vous le laissez en stablecoin, vous le laissez en crypto, vous n'êtes pas imposé. C'est uniquement quand cette plus-value, vous la convertissez en euros. ouais. Donc si on touche pas, voilà, Si vous touchez on pas, va même si tu profiter un fais peu 2 plus tard. milliards, tu peux faire 2 Génération de la milliards de retraite, bénéfices. Ouais. ça va être pour la retraite plus tard. OK, bon, merci tout le monde qui était avec nous. Je suis sûre qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup de questions parce que c'est comme ça que je vois. Tu sais, on fait les conférences et c'est, au fur et à mesure des 24 heures que le replay est disponible sur les groupes Facebook, il y a la question qui arrive. Donc désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On vous a donné quand même un très bon overview. Je pense que les meilleures choses à faire, newsletter de Willy qui s'appelle Bitmarket. Abonnez-vous dès maintenant parce qu'elle a quand même beaucoup d'informations sur les sujets. Et après, si vous avez des questions pointues, bah, allez-y, renseignez-vous parce que dans n'importe quel cas, si vous voulez investir en quelque chose, qu'est-ce qu'on vient de présenter, c'est pas suffisant pour investir. Hein. Vous devez comprendre quand même dans quoi est-ce que vous êtes en train de mettre vos pieds. Donc, faites vos recherches vous-même pour vous faire en aider. OK? On va rester sur ça. Donc, à vous de faire votre devoir sur les recherches d'informations. Vili, merci. C'était hyper clair, hyper précis, beaucoup de valeurs, beaucoup d'informations, mais c'était juste génial. Je te remercie vraiment pour ton temps avec nous aujourd'hui. Bah, merci beaucoup de Je m'avoir laisse invité. découvrir tout le monde ton compte Instagram et ta newsletter. Super, bah, merci beaucoup d'avoir été là et merci Katia pour l'invitation surtout. Cool. Bonne journée à tout le monde. On se retrouve ce Salut, soir pour les prochaines conférences. Salut! ciao.